Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Alors pour faire le point sur la grande affaire de cette semaine, à savoir le Brexit, nous recevons aujourd'hui celui qui s'occupe précisément de ce dossier au Parlement européen, Guy Verhofstadt. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy Verhofstadt. Vous êtes un libéral de cœur et vous êtes surtout un Européen convaincu, partisan du fédéralisme, une position de plus en plus minoritaire au sein de l'Union européenne, mais que vous défendez toujours avec exactement l'inverse. Autant de passion dans chaque pays, mais on va en reparler avec vous. Et ces positions, vous les défendez depuis toujours, quand vous étiez Premier ministre de votre pays, la Belgique, et depuis que vous êtes au Parlement européen. Vous avez donc été nommé représentant du Parlement dans l'équipe des négociateurs qui doivent donc se mettre d'accord avec les Britanniques sur ce fameux divorce. L'acte 1 du divorce est d'ailleurs un petit peu avancé maintenant. Les Britanniques et les Européens se sont mis d'accord sur des points préalables très importants, non sans polémique. Le négociateur britannique David Davis considère cela comme une base provisoire. Oui, mais entre-temps, il a rectifié le tir, je dirais. Et donc, dans un appel téléphonique que j'ai eu avec lui il y a quelques jours, il a très clairement assuré que, tant pour lui-même que pour le gouvernement britannique, ce rapport qui a été fait par Michel Barnier, Jean-Claude Juncker, Theresa May et lui-même, ce sont des engagements fermes. Et pour être sûr de cela, notre proposition est que dans les prochaines semaines, avant mars 2018, on va traduire ce rapport et tous les engagements là-dedans dans un texte légal de l'accord de sortie. Alors, est-ce que cette base de travail vous convient? Est-ce que vous pensez que les intérêts des citoyens européens résidant au Royaume-Uni, le budget de l'Union européenne et bien sûr la question de la frontière avec l'Irlande, est-ce que tous ces points sont satisfaisants? Je dirais que tous les points sont satisfaisants, sauf il y a un problème sur lequel nous allons continuer à insister et qui doit être réglé avant que le Parlement va donner son feu vert à l'accord de sortie. C'est la soi-disant procédure pour obtenir, pour garantir ces droits des citoyens européens qui vivent en Grande-Bretagne. Notre crainte, c'est que cette procédure va être bureaucratique, lente, très lourde pour les citoyens, coûteux aussi. Et donc, on ne veut pas d'une procédure pareille. Et donc, dans l'accord de sortie, on doit maintenant détailler cette procédure. Et on veut que c'est une procédure qui n'est pas une application, mais une déclaration. Que deuxièmement, elle ne coûte rien du tout aux citoyens. Ce n'est pas leur faute qu'il y a un Brexit. Et troisièmement, que c'est une formulaire unique par famille. Et ça c'est la chose la plus importante, que s'il y a une contestation, eh bien, c'est au Home Office, c'est le ministère de l'Intérieur britannique qui doit le prouver. Que ce n'est pas le citoyen qui doit apporter toutes les preuves de son résidence en Grande-Bretagne, etc. Alors, effectivement, jusqu'à présent, les 27 ont réussi à rester unis. Même Est et Ouest, les divisions traditionnelles qui traversent ces 27 ne se sont pas manifestées pour le Brexit. Est-ce que ce sera le cas jusqu'à la fin du chemin? Je pense que oui. Enfin, bon, on va essayer en tout cas, mais c'est ça le but. Ce qu'on va défendre, c'est l'intérêt de l'Union européenne, c'est l'unicité du marché unique, c'est les 4 libertés qui sont la base de cette Union européenne, aussi la liberté de mouvement des citoyens. Tout ça, ce sont quand même des intérêts communs. Et donc personne n'a envie de créer, je dirais, à l'extérieur de l'Union européenne, un statut pour un État tiers qui serait plus favorable qu'être membre de l'Union européenne. Personne n'a envie de faire ça. Et donc, moi, je pense personnellement que cette unité va continuer. En plus de ça, que ce sera aussi une sorte de tremplin, justement, pour reformer l'Europe, pour faire des réformes dans l'Union européenne qui, jusqu'ici, n'étaient pas possibles. Alors, le préalable à ces négociations a donc été acté par le sommet européen qui s'est tenu en fin de semaine à Bruxelles. Mais maintenant, le calendrier se resserre et il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'on va voir dans ce reportage signé Pierre Leduf.
ils se sont mis d'accord dans 3 domaines qu'ils jugeaient prioritaires. Le règlement financier de la séparation, les droits des citoyens expatriés et la gestion de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Désormais, les discussions peuvent passer à la seconde étape. N'oublions pas que le défi le plus difficile nous attend. Nous savons tous qu'une séparation est difficile, mais construire une nouvelle relation après une séparation est encore plus difficile. Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, exige que les négociations soient bouclées d'ici à octobre 2018. À ce stade, l'accord sera soumis aux députés britanniques et aux parlementaires européens. Côté européen, pour qu'il soit ratifié, l'accord d'au moins 20 pays représentant au moins 65% de la population est nécessaire. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union le 29 mars 2019, à moins que les 2 parties décident de repousser cette date. Commence ensuite la période de transition. Theresa May souhaite qu'elle dure 2 ans. Les détails doivent encore être fixés, mais pendant cette période, le Royaume-Uni fera toujours partie du marché unique et sera donc soumis à la législation européenne. Il ne sera cependant plus membre de l'Union et ne sera donc plus autorisé à participer au processus de décision. Pendant ce temps, les 2 parties continueront à négocier un accord commercial post-Brexit. L'hypothèse de travail privilégiée par les Européens est de suivre le modèle d'accord établi entre l'Union et le Canada. Le futur lien envisagé est donc encore moins poussé qu'un accord d'association comme celui qui existe avec la Norvège. Guy Verhofstadt, alors selon Donald Tusk, le plus dur reste à faire. C'est aussi votre avis ? C'est vrai, c'était difficile déjà, donc les 3 éléments pour l'accord de sortie, mais le plus dur reste à faire parce qu'il faut se mettre d'accord sur une période de transition. Nous, on est très en faveur parce que ça donne de la certitude aux entreprises, de la certitude aux citoyens, puisqu'on continue simplement l'acquis d'aujourd'hui, sauf que les Britanniques ne seront plus ici au Parlement européen, ni représentés à la Commission européenne. Et puis après cette période de transition, il faut encore définir la relation de l'avenir entre nous deux. Et alors précisément, Michel Barnier a parlé d'une relation du type de celle qu'on a avec le Canada, à travers le traité avec le Canada. C'est d'ailleurs une relation plutôt lâche, hein. Il y a très peu d'échanges de marchandises et de choses comme ça. Mais... Est-ce que c'est un bon modèle finalement ? Le Parlement a une vue qui est très simple, c'est de dire, voilà, dans le traité, on dit qu'avec les pays dans le voisinage, on fait des accords d'association. Si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, c'est un pays voisin. Donc faisons un accord. Oui, parce que ces pays du voisinage sont inquiets d'avoir un statut moins bon que la Grande-Bretagne, en effet. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça, parce que chaque, je dirais, accord d'association est différent. Il y a des accords d'association, comme par exemple avec l'Ukraine. C'est un pays qui veut plus tard, il y a beaucoup de discussions là-dessus, adhérer à l'Union. Ici, c'est exactement l'inverse. Ce que nous pensons qu'il faut mettre dedans, c'est naturellement nos relations économiques, et ce sera quand même dur de négocier. Deuxièmement, nos coopérations thématiques. Par exemple, c'est quand même normal que les étudiants continuent à participer, étudiants britanniques, continuent à participer à Erasmus, et vice-versa, que nos étudiants, nos jeunes, peuvent aller dans les universités britanniques. Il ne faut pas la pénaliser pour ça. Et puis, il y a sécurité intérieure et puis sécurité extérieure et la défense. Voilà les 4 piliers d'un accord pareil. Alors politiquement, on voit que ces négociations, elles font tanguer la vie politique des Britanniques également. Au cours de la semaine, Theresa May a été chahutée à Westminster. Est-ce que vous pensez qu'elle va passer l'hiver au 10 Downing Street ou qu'elle doit déjà penser à faire ses bagages? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Non, en tout cas, ce que nous aimons voir, c'est un gouvernement qui est stable et une position britannique qu'on peut reconnaître, qu'on peut... c'est pas le cas aujourd'hui? Vous trouvez qu'il y a trop de dissensions? Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais pendant des mois, on a entendu quand même les prises de position. On n'avait pas la prise de position et les opinions du gouvernement britannique. Ça a changé maintenant, mais ce que je constate naturellement, qu'apparemment, le Brexit, ça reste une sorte de champ de bataille à l'intérieur du Parti conservateur et à l'intérieur des différents partis politiques en Grande-Bretagne. Et ça, c'est pas bon, naturellement, parce que c'est pas là-dessus qu'on peut baser une relation de l'avenir. Certains se prennent à rêver, comme justement les plus fédéralistes, comme un certain Nick Clegg ou Tony Blair même, qu'on peut encore faire marcher
machine arrière et qu'il n'y aura pas de Brexit. C'est une hypothèse dans laquelle on ne travaille pas, nous. Ni Michel Barnier, ni le Conseil, ni le Parlement européen sont en train de penser « Ah bon, on peut revenir à ça ». S'ils veulent revenir sur leurs décisions, c'est leur problème. C'est une question interne. Nous, on ne commence pas à mener ces négociations se basant sur l'idée « Ah, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont avoir une autre opinion ». Moi, je suis persuadé que dans 20 ans ou dans 2 générations, il va y avoir des jeunes qui veulent une jeune génération d'hommes politiques en Grande-Bretagne qui va vouloir revenir en Union européenne. Mais ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle on travaille. Peut-être des fédéralistes, puisque vous vouliez parler du fédéralisme, parlons-en. Alors Emmanuel Macron, qui a été élu président en France, a de grands projets pour l'Europe. Il veut vraiment rénover l'Europe. Mais on voit que les projets de réforme de la zone euro qui ont été présentés lors de ce sommet à Bruxelles sont bien édulcorés par rapport aux propositions françaises initiales. L'Europe n'est pas prête, visiblement, à faire non, mais c'est-à-dire que jusqu'ici, on ne pouvait pas parler d'une réforme de la gouvernance de la zone euro. On ne pouvait pas parler de la défense européenne. C'était impossible d'avancer là-dedans. J'ai essayé, comme Premier ministre, ensemble avec l'ancien président de la République, Jacques Chirac, et avec Gerhard Schröder, d'avancer sur ce terrain. C'était impossible. Blocage institutionnel. La même chose au niveau de la politique migratoire. Tout ça était bloqué. Aujourd'hui, je vois que, par exemple, la défense européenne et la communauté de défense européenne, c'est quelque chose de concret qu'on va faire. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dire « Ah, le rêve fédéraliste, c'est minoritaire ». C'est le contraire qui est en train de se passer. Depuis le Brexit, il y a de plus en plus de gens dans l'opinion publique, dans les différents États membres de l'Union européenne, qui sont prêts à défendre de nouveau ce projet européen. Vous regardez beaucoup à l'ouest, Monsieur Verhofstadt, parce que si on regarde finalement les dirigeants qui étaient au nouveau sommet, le Tchèque Babis, par exemple, le Polonais Morawiecki, etc., ce sont des gens qui sont plutôt déterminés à faire machine arrière. Ils font entendre une petite musique. Non, mais pas sur la défense européenne, je m'excuse. C'est exactement le contraire. Vous parlez de la politique migratoire sur un point, c'est cette obligation de prendre aussi des réfugiés, des quotas. Ça, c'est un point spécifique. Politique que vous souteniez, qui est en train d'être abandonnée. On a un point spécifique aussi. Ou l'état de droit. C'est les sous. Ou l'état de droit, vous diriez aussi. Non, moi, ce que je veux dire, qu'on avance dans ce rêve fédéral. Ce rêve est de nouveau sur la table des négociations. Ce qui n'était pas le cas pendant des décennies. Pendant des décennies, on a pensé, on fait des petits pas en avant et on résout les problèmes de l'Union européenne. Et on a vu que cette Union européenne d'aujourd'hui n'est pas capable d'agir au bon moment, qu'elle est toujours, je dirais, trop mou et qu'elle réagit trop tard, comme ça a été le cas avec la crise financière, comme ça a été le cas avec la crise migratoire. C'est pour ça qu'il faut faire un État fédéral ou une Europe fédérale, c'est un mot. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a la capacité au niveau européen de décider et de faire quelque chose contre les défis qu'on a aujourd'hui sur notre plateau. Alors bien sûr, dans cette Europe, rien ne peut se décider sans un certain consensus et d'abord avec l'approbation de l'Allemagne. Et on voit en ce moment qu'Angela Merkel essaie de former un gouvernement avec le social-démocrate Martin Schulz, un Européen convaincu. Il a présidé ce Parlement. Vous n'avez pas dit fédéraliste, allez. C'est fantastique qu'au début vous dites de plus en plus minoritaire, tandis qu'Emmanuel Macron va dans ce sens-là, sans utiliser le mot, c'est vrai. Martin Schulz est aussi un adepte de ça, sans utiliser le mot. Ce n'est pas leur cas. Je suis peut-être un des seuls qui ose encore utiliser le mot. Tout à fait. Le contenu est le même, c'est ça qui est important. Alors justement, précisez-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette coalition qui se dessine en Allemagne? Je ne connais pas assez la politique allemande pour vous dire quelque chose là-dessus. La seule chose que je sais, et vous le savez aussi, que Martin Schulz est l'ancien président du Parlement européen. Donc c'est quelqu'un de très pro-européen. Je connais ses thèses. Il a fait un discours, je crois, il y a quelques jours, ou une semaine plutôt, où il s'est exprimé pour les États-Unis de l'Europe. J'ai fait un petit tweet en disant, voilà, on est en bonne compagnie parce que le premier livre que j'ai publié sur l'avenir de l'Europe, le titre était « Les États-Unis de l'Europe ». Donc il ne faut pas avoir peur de ça, parce que la réalité est que dans le monde de demain, ce n'est que les États-Unis de l'Europe qui a la capacité,
le pouvoir de défendre les intérêts des citoyens européens. Alors, Au niveau du climat, au niveau du marché intérieur, au niveau de la consommation, etc. Ne pas avoir peur, mais il y a quand même une région qui inquiète particulièrement en Europe, à savoir la Catalogne, qui va voter pour renouveler justement ses autorités régionales le 21 décembre, vote très attendu par les autres. Qu'est-ce qu'il va en ressortir et comment surtout on peut sortir de cette crise par le haut? Par le haut, par une élection. Donc c'est exactement ça qui va se passer. Ce sont les Catalans eux-mêmes qui vont se prononcer. Si les indépendantistes gagnent à nouveau. Que vous parlez de ça parce que les gens pensent que c'est une lutte, je dirais, interne entre Madrid et Barcelone. Ce n'est pas le cas. En fait, c'est une lutte interne catalane. La moitié des Catalans, moi je pense même 60% des Catalans ne veulent pas le séparatisme. C'est ça la réalité. Et donc il y a une lutte entre ceux qui disent non, on veut de l'autonomie, oui, mais à l'intérieur de l'État espagnol, et ceux qui veulent le séparatisme. Moi, je connais ça, je suis belge, donc je connais aussi une minorité en Flandre qui a bien reçu M. Puigdemont d'ailleurs, à bras ouverts. Bon, je vais pas, ça c'est pas ma responsabilité, je ne vais pas en discuter. Mais la réalité est que, bon, moi je ne suis pas un séparatiste, je ne pense pas que l'avenir de toutes nos régions se trouve dans le séparatisme. L'avenir de toutes nos régions se trouve dans des États de type fédéral à l'intérieur d'une Europe fédérale. Merci à tous de votre fidélité. Je vous rappelle que cette émission a été enregistrée au Parlement européen. C'est pour ça que vous avez pu entendre quelques bruits autour de vous. Et tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou bien sur Radio France Internationale. À très bientôt à tous.